Bonjour et bienvenue pour une nouvelle échappée motarde, une échappée motarde toujours aussi exceptionnelle que les précédentes. On vous emmène cette fois-ci vers Bordeaux et plus précisément dans la région bordelaise. On va vous parler moto, on va vous parler spécialités locales, on va vous présenter des pépites réellement, des petits endroits exceptionnels où il faut dormir, il faut sortir des chemins habituels pour vous proposer une véritable expérience du rêve, du plaisir, de la dégustation. Chaque échappée motarde, vous le savez, on le fait à moto. Ici, on a choisi deux motos identiques. Ben non, ce sont deux motos différentes, mais avec le même nom. Donc, vous l'avez deviné, ce sont des cylindrées différentes. On est donc en Honda Rebelle avec la 1100 d'un côté et la 500 de l'autre. On a échangé nos deux motos avec Sandrine, puisque c'est elle que vous voyez un tout petit peu moins, parce qu'elle est souvent derrière la caméra. Allez, on vous emmène tout de suite avec nous pour 52 minutes de plaisir à travers l'échappée motarde. Bienvenue. Merci. On est ici tout près de la cité du vin. C'est pour deux raisons, deux symboles de Bordeaux, parce que déjà c'est l'un des points les plus élevés pour admirer Bordeaux, et puis le vin pour la région, Olivier. Bah oui, tout à fait, c'est indissociable, hein. La ville de Bordeaux avec le vin, ce sont deux marques qui sont communes en fait, hein, que ce soit l'alcool, la bouteille et puis cette ville de Bordeaux qui est derrière nous, bien entendu, sont indissociables. Ouais. Pour le motard très pressé, s'il a un tour à faire en ville et qu'il ne veut pas prendre le tram, il y a une petite boucle à faire malgré tout pour arriver à voir le maximum de Bordeaux dans un temps très court. Oui, le classique, c'est la boucle des deux ponts, ce qu'on appelle cette boucle des deux ponts. Donc en effet, on part bien du miroir d'eau, place de la Bourse. Ensuite, on passe devant la place des Quinconces. On peut faire une incursion dans les Chartrons, qui est quand même un quartier très très sympathique. Revenir sur les quais, la Cité du Vin, le pont Chaban. Là, on bascule sur la rive droite. On passe devant Darwin, devant le pont de Pierre. Et ensuite pour revenir sur le pont Saint-Jean et du coup l'autre nouveau quartier qui est en devenir donc autour de la gare qui est Euratlantique avec la Méca qui a été finie récemment et puis ensuite revenir par la porte Caillot, les quais et puis revenir par ici. Voilà. Je te laisse jouer notre guide, du coup on t'accompagne, on te suit à moto pour nous faire visiter tout ça. Super, à tout de suite. Tout de suite. Darwin, c'est vraiment un projet qu'on ne voit nulle part ailleurs, avec des personnes qui sont très visionnaires et qui ont vite vu qu'il fallait des lieux hybrides où l'on pouvait retrouver aussi bien de la culture, du commerce, des entreprises, un restaurant, un potager, un festival, toujours très engagé depuis le début dans l'éco-responsabilité. Et c'est un petit peu ça l'esprit de Darwin, la réutilisation et pas uniquement des baskets, vous comprendrez pourquoi après.
Bonjour Clément. Bonjour. Eh ben, merci de nous accueillir dans cet antre un petit peu spécial. C'est presque un musée particulier en fait. Tout à fait. C'est un musée particulier. Malheureusement, on a les motos, ou heureusement, on a les motos qui arrivent en même temps. Sandrine, ça c'est de la synchro. Voilà, alors là, parfait. Il y a une petite odeur de deux temps. Oui, tout à fait. Il n'y a pas que du 2 temps, il y a aussi un 4 temps, mais c'est vrai que l'odeur de temps, elle est bien prenante. Ouais. Donc voilà les adhérents du Motoclub Bordeaux qui arrivent à point. Ça c'est de la synchro carbu parfaite. Hein. Synchro échappement. Synchro échappement. Tu es président Ouais, je préside. du Motoclub de Bordeaux. Ouais. Tu as une activité de brocante. Tu es en train de relancer l'une des plus anciennes marques de motos de France, voire de Bordeaux. Ouais, Ou déjà de l'inverse. Bordeaux. De Bordeaux déjà, et puis de France après. Parle-moi un petit peu de ce motoclub qui affiche son étendard ici, à côté de vieilles motos. Il y a une, Oui, je sais pas, alors, t'as il y a tout, une hein. Zax, T'as il y a de des tout. Solex. Ça, c'est les machines qu'on a au sein du club, qui sont des petites machines, mais qui sont très importantes parce que c'est avec ça qu'on roule et qu'on s'est rencontrés entre copains. Mhm. Ça a été le début, ça. Et malgré tout, elles sont très importantes parce qu'il faut commencer par quelque chose, quoi. Et c'est vrai que la chance que l'on a avec le Motoclub Bordeaux, c'est que c'est une institution qui existe depuis 1905. Et depuis une grosse dizaine d'années, on fait vivre tout ce qui est véhicule ancien à 2 roues motorisés sur la région. C'est devenu le plus ancien motoclub de France, voire quasiment d'Europe, parce que 1905, on est sur les premières années des gros C'est ça. constructeurs. On a la chance d'avoir un groupe d'une quarantaine d'adhérents. Dans la quarantaine, tu as tout type de rouleurs. Tu as des jeunes de 16 ans, tu en as qui fêtent leurs 20 ans aujourd'hui, et puis tu en as d'autres qui en ont 70 et plus, quoi. Donc ça mélange tout le monde. Alors, il y a beaucoup de cyclos, parce qu'on commence tous par un cyclo, Ouais. par un Solex, par une bleue, il y en a une derrière. Oui, tout à fait. Ouais. Et Solex, il y a même des versions. Alors, le 3008, on le connaît. Il y a même des versions. Ça, c'est. Enfin, le cadre tubulaire, c'est l'un des premiers Solex. C'est ça. Là, tu as un 45cc, c'est le tout premier modèle, celui qui est un peu plus propre. Tu as celui qui est sorti de Grange, qui est juste au premier plan. Et puis là derrière, tu vois, tu as une machine portugaise, qui est très connue chez les ouvriers portugais, parce que ça a animé le Portugal dans les années 70. Tu as un Sage V5, qui est une machine assez atypique. Et puis derrière, tu as un truc très très rare, tu as un Micron. Ah ouais. Solex Micron, c'est malheureusement pas beaucoup produit et c'est très chouette, c'est tout petit. Voilà, c'est partie des objets rigolos qu'on a gardés au sein du club parce que c'est des machines sympas à utiliser, quoi. Et du coup, vous roulez avec ces vieilles machines, c'est-à-dire que vous faites des balades 100% cyclo? Ouais, depuis une grosse dizaine d'années. On s'est rendu compte que le cyclo, c'était très chouette, mais que le passer à la gamme au-dessus, c'est chouette aussi. On s'est offert en effet des motos roulantes, et puis on a été vite piqué à la moto des années 30-50. Et ça, c'est pour nous un truc génial, parce que tu remontes dans le temps, quoi. Ouais, c'est plus que de la moto de collection, là. Ouais. On est vraiment, moto d'avant-guerre, d'où l'automoto, Exactement. d'où tous ces modèles-là. Que tu restaures, que vous restaurez, c'est un tu, c'est un vous, Alors en fait, le club, il est là surtout pour rouler. Son Ok. objectif, c'est fédérer, faire vivre et puis montrer le patrimoine du 2 roues. Après, au sein du club, on a des gens qui sont des anciens mécanos de chez Motobécane. Donc on a eu la chance d'avoir les bons conseils au bon moment. Et puis on a des copains qui se sont lancés aussi dans la restauration, comme moi. Et on fait chacun un peu de notre côté, on fédère des fois les infos et on restaure nos machines pour les faire rouler. Ouais. Donc on est tous un peu restaurateurs, quoi. Bon, écoute, je suis content justement de te présenter 2 amis qui sont adhérents du Motoclub Bordeaux. Donc tu as Eric et son fils Maxime qui viennent nous présenter 2 belles petites machines, Automoto et Motobécane. Donc c'est 2 générations dans tous les sens du terme. Oui, tout à fait. Ça, c'est la machine avec laquelle j'ai débuté. Ça m'a pris il y a une dizaine d'années. Je me suis dit, tiens, je vais me racheter la mobilette que j'avais quand j'avais 16 ans. J'en ai 59 aujourd'hui. Et donc, j'avais cette mobilette dans mon garage. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai connu le club. Parce que j'avais un copain sur le marché de ma commune qui me dit, mais il y a une bande de fous furieux qui viennent en mobilette. Je ne sais pas trop te dire quoi. C'est le dimanche apparemment. Et ils sont beaucoup. Alors, je lui ai dit, écoute, le jour où ils viennent, tu me téléphones. Et un jour, il m'a téléphoné, il m'a dit, ils sont sur le marché, ils font une pause casse-croûte.
Et je suis venu avec cette mobilette. Et puis c'est comme ça que je me suis intégré au club. C'était il y a au moins 8 ans, hein, je crois, Clément. Du coup, le virus m'a pris. Je suis passé d'autres générations. J'ai acheté une moto 125 des années 50, une moto bécane d'ailleurs. Une Peugeot aussi, 125. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais m'acheter une vraie moto. Et donc celle-ci, 350 cm3. Pour ça, il fallait le permis, mais j'étais motivé. Donc j'ai passé mon permis 55 ans. Il y a 5 ans, oui, c'était il y a 55 ans. Bon, allez, disons-le. Je ne suis pas le plus vieux du club, attention. D'accord. Et pour pouvoir passer à ce type de machine, parce que ça me permettait de faire des sorties avec eux qui étaient complètement différentes. Il y a la sortie mob, c'est une chose, mais pour faire des randonnées dans les Pyrénées, d'autres sorties qu'on a pu faire, Angoulême, alors Angoulême tous les ans. Ouais, parce qu'Angoulême, en cyclo de circuit des Bordeaux, remparts. si, remarque, ça le fait, ça c'est jouable. Ouais. Alors, avant d'avoir la moto, je l'ai eu fait avec celle-là. Hein, donc, et puis donc depuis, voilà, ça s'est un petit peu étoffé. Entre les deux, j'ai à peu près 8 machines. Et puis voilà, j'ai collé le virus à mon fils. Je l'ai obligé à passer son BSR pour ses 15 ans. Donc c'était il y a 5 ans, puisqu'il a 20 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. Et puis donc de temps en temps, voilà, quand il n'est pas trop occupé, quand il n'est pas sorti trop tard la veille, eh ben, écoute, on l'emmène, on va faire les petites sorties mob. Et puis dans ce cas-là, bon, je prends la même que lui. Comme ça, On est raccord. on est raccord. Elle a quand même quelques particularités, cette automoto là. Ah. Ouais. Alors déjà la selle extérieure, c'est bien. C'était les vraies suspensions. En fait, les suspensions, c'était le ressort Les sous la suspensions, selle. c'est la selle, hein, Ouais. ici, et Et là comme sur le Tensat Béquille centrale d'origine, d'origine. ce qui est fabuleux. Donc pour la sortir, il faut y aller doucement parce qu'il faut quand même retenir la machine. Accompagner, parce qu'elle ouais. tombe. Ah oui. En roulage, la béquille est accrochée, donc. C'est jamais arrivé qu'elle se Je ne l'ai jamais décroche? perdu. Non. Alors j'ai perdu beaucoup de choses parce que ça vibre beaucoup. Donc j'ai perdu pas mal de pièces. Mais enfin, voilà. Non, la béquille, jamais. Et pour la remettre sur béquille, donc on la descend, on met le pied dessus pour pouvoir tirer la machine. Évidemment, on fait en sorte que le guidon soit droit parce que sinon on part dans tous les sens. Et après, ça bouge plus. D'accord. C'est à chaque fois qu'on la pose sur béquille qu'il y a une goutte d'huile qui tombe? Non, alors ça c'est parce qu'on a un graissage de la chaîne Séparé. qui vient du moteur. D'accord. Donc il y a ici, vous voyez, une petite languette et l'huile du moteur vient s'écouler sur cette languette pour graisser la chaîne. Ouais, il Donc a fallu fuite attendre d'huile, 40 ans après pour, voilà. pour Ça arriver c'est à la des- fuite d'huile, au contrôle technique elle passe puisqu'elle est normale. Donc, le jour où ils mettront le contrôle technique sur les motos, il faudra que j'explique quand même que Comment ça fonctionne que la en fuite vrai? d'huile est normale. Donc c'est pas la peine de mettre une contre-visite, ça marchera pas. Donc Il n'y a pas de boîte à air là-dessus, c'est prise d'air directe. directement, là en l'occurrence mono. c'est un cornet, Uh-huh. mais il n'y a pas de boîte à air à cette époque-là encore. On n'est pas sur les boîtes à air. Bon, là on est sur une sortie directe, sans silencieux. Parce que silencieux, je l'ai perdu. Donc, Avec votre virginité il y a longtemps? il y a longtemps, avec mes illusions aussi. D'accord. Donc, voilà, c'est pour ça que ça fait un petit peu de bruit. Ça fait surtout du bruit parce que c'est un monocylindre, 350 cm3. Je vous laisse imaginer Ouais, c'est un la taille gros- du piston. Puis il y a j'avais pas vu, il y a une double béquille en fait. Il y a une béquille à l'avant aussi. Alors non, ça c'est pour l'harmonie de la machine. C'est pas une béquille. Hein. Mais ça ressemble, bien vu. Oui, non, mais ça fait pont et puis après on peut passer en dessous en fait. Voilà, c'est ça. Ça C'est donne une bourse. pour mettre le cric en dessous. Ouais. Le phare à l'avant, il est juste impressionnant. Ouais. Il est plus gros que le tambour. Ouais. Et pourtant, il éclaire pas. Hein. Merci Eric. Donc, avec plaisir. Donc tu as encore une autre personne si tu veux éventuellement. Qui entre deux chantiers viennent nous sortir cette magnifique petite Peugeot. Mais elle roule? Je l'ai pas Alors- entendu arriver alors. Alors justement non. Donc en fait cette machine, ouais, j'ai vraiment craqué. Je l'ai achetée surtout pour la peinture, que je trouve vraiment très belle parce qu'en fait elle est d'origine. Et elle est vraiment sympa. En plus la moto est quasiment complète. Il manque juste un petit bidon d'huile, je crois qu'il est à l'arrière là, normalement. L'essence arrive bien au carbu, mais bon il doit sûrement y avoir un réglage à faire pour que ça pète. La moto ancienne comme ça reste encore abordable par rapport aux voitures anciennes qui sont difficilement touchables aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut quelques milliers d'euros ou... Alors ouais, l'intérêt de ces machines-là, c'est du populaire. On est dans les années 50. C'est ce qui a motorisé la France après-guerre. Donc c'est des machines qui sont courantes, proportionnellement parlant. C'est-à-dire que c'est plus courant que les années 30.
C'est Plus moins courant exclusif. qu'une automoto ou qu'une Tero. C'est plutôt courant qu'une automoto ou une Tero des années 30. Et l'intérêt, c'est qu'il y a eu des refabrications de pièces pour les entretenir. Alors, pas beaucoup, mais on trouve de quoi refaire l'allumage, on trouve de quoi refaire quelques éléments. Donc, c'est pour moi, je pense, le parfait compromis pour commencer la moto de collection. Je pense qu'un billet de 1 000 € permet vraiment d'acquérir une très belle petite 125, sympa, facile à entretenir et avec lequel on peut faire des milliers de kilomètres. Ce lieu, il est un petit peu spécial. C'est pas le lieu originel, enfin habituel du club, mais il est tout autant magique. Qu'est-ce qu'il y a comme voiture un petit peu emblématique Là, en fait, ici ici, dans ce garage qui est prêté par un ami, si tu veux, qui est un collectionneur depuis au moins 40 ans, et tu trouves des voitures que lui collectionne qui sont que des objets atypiques, que des choses un peu étranges. L'objectif premier du collectionneur qui a ce lieu-là, c'était de pouvoir vivre pleinement sa passion et lui-même de dormir dans ses véhicules. Donc c'est pour ça qu'il a opté pour des breaks et il dort dans ses véhicules. Puis il a un vrai métier, il est psychiatre, donc ses patients, il les fait s'allonger sur le divan, et puis lui, c'est à son Lui, tour de lui, s'allonger après dans ses voitures. C'est ça. Il y a un C'est une rapport façon de quand même. décompresser, tu sais, peut-être, ouais, je sais pas. Mais voilà, et donc c'est vrai que là, tu trouves tout un tas de véhicules dans ce garage qui est un peu atypique. Et puis il n'y a pas que les voitures, il y a aussi tout le décor autour. Déjà, le lieu, c'est un vieux garage. Ouais, on est dans le type même du bouclard Ouais. tel qu'on aimerait en voir plus et qui disparaissent quasiment Ouais. au niveau de C'est- concessions hyper propres, léchées. Et ça, c'est aussi la chance de Bordeaux, c'est qu'il y a une communauté de collectionneurs, tant dans la voiture que dans la moto, où on arrive à se retrouver. Parce que c'est une ville d'histoire et ouais. que ça se transmet. C'est ça. Il y a une vraie transmission. Ça, j'avoue qu'il y a vraiment une transmission. On a eu la chance, nous, quand on a commencé avec le club, à rencontrer plein de gens qui savent qui nous ont ouvert leurs portes, quoi. Et Jean, le propriétaire d'ici, a eu la gentillesse de nous ouvrir ses portes. Et c'est vrai que ça fait 15 ans maintenant qu'on vient régulièrement ici. Quand on fait des réunions de club, on fait des soirées cinéma. Tu vois, tu as un étendard au-dessus qui nous permet de sortir. On a leur vidéo proche, on se fait des soirées ciné. C'est un vrai lieu communautaire vivant, quoi. C'est un passionné vraiment de voyage. C'est quelqu'un qui a su faire en 2 chevaux le Paris-Pékin et qui a fait l'aller-retour, hein, Paris-Pékin. À l'époque, Et c'est-à-dire la il a première fait- croisière, Non, jaune. Non, ça aurait pu être ça, mais oui, c'est en hommage avec ça. C'est en hommage aux croisières. Non, c'est trop. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Voilà, voilà. Bon, je peux aussi la laisser dehors. Oh bah il faut pas. Non, faut pas. Bonjour, Clément. Bonjour. Vous êtes dans les préparatifs ou vous êtes en plein dans le bain? Alors, on est dedans, on Ah, vous êtes dans le bain. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Entrez. Voilà, c'est ce garage que j'avais avec des Denki Toys. Ah bah oui. Simplement, pour tout vous expliquer, moi je jouais pas. J'étais garagiste. Aujourd'hui, je joue. À côté, avec des autos, échelle 43. Parce que tout le monde dit que ça, c'est le 1,43e. Ouais. Non, comme je jouais pas, c'est l'échelle 1. Ça, c'est ça, Ouais, l'échelle ça, 1. Et l'échelle 43, 3. elle est à côté et je joue. Messieurs, dames, vous avez tout compris. Voilà. Ça, c'est mon cabinet, hein, avec le divan. Et là, je vous explique 3 choses. Il y en a sans doute 100, mais je vous en explique 3. On ne part pas des plus compliqués. Orangina, des haltères. Ah, ok. Blanche-Neige et 6 petits nains. Le 7e est là avec 6 Blanche-Neige. D'accord. Un accident de train, 1895, gare Montparnasse. Oui, il est resté célèbre. 0 blessé, 0 mort. Il est là. Il est là. Elle est là. 1 mètre, 1 demi-litre, 1 kilo. C'est un train de mesure qui n'a pas respecté la date butoir. Ça va? Ça va. Vous en avez 100 des choses comme ça. Au revoir, messieurs, dames. Dame. Je suis docteur de soins de Soins. soins pour le voisinage, c'est ça? Bien. Au plaisir, et puis si vous trouvez ça drôle, tant mieux. Et puis sinon, c'est pas Rebâtons grave. pas, Au revoir. Il y a un autre point
élevé de Bordeaux, d'où on peut admirer la ville, il faut plutôt aller vers où? Bah, c'est la flèche Saint-Michel. On a une vue du sud vers le nord, puis à 360, et vraiment dans le quartier Sainte-Catherine, qui est un quartier aussi très vivant. Bonjour, enchantée, bienvenue dans Bordeaux. C'est le point central de Bordeaux, l'Opéra et puis l'horloge. Exactement, c'est le parfait lieu de rendez-vous pour après visiter la ville. Et surtout que c'est énormément piéton, donc il faut arriver à se garer, il faut privilégier dans le centre-ville à pied, le vélo, éventuellement la trottinette. Exactement. On peut voir. Ou le tram. Ou le tram. À partir de ce point névralgique qu'est l'Opéra, on va voir quoi dans cet hypercentre? Alors ici, ça rayonne véritablement. On peut aller vers la rue Sainte-Catherine, qui est la rue pédestre la plus longue d'Europe en termes de shopping. C'est plutôt le traditionnel en termes de shopping. Il y a une rue un peu plus luxe Tout à juste fait. à partir d'ici. C'est le cours de l'intendance. On l'appelle un peu notre Champs-Élysées. Il y a certaines marques de luxe que l'on peut retrouver avec des passages aussi tout mignons. En plus, à l'intérieur, il y a une jolie boutique avec toutes les tailles de vins de Bordeaux. Donc c'est l'une des portes de la ville? En effet, Bordeaux a été fortifié 3 fois, et ce durant 3 périodes différentes. Voilà, ici, on est encore dans des rues piétonnes et vraiment aussi dédiées pour les plaisirs du shopping. J'attire votre attention sur cette librairie qui est vraiment géniale, qui est une des dernières librairies privées en fait, qui reste en France. Et je suis sûre qu'il doit y avoir un tas d'ouvrages sur voilà, les 2 roues et tout. Enfin, on trouve tout son bonheur chez Mola. La cathédrale Saint-André qui a connu voilà, de multiples rebondissements. Autant on va dire que le Grand Théâtre c'était peut-être le cœur de Bordeaux. Ici on pourrait dire que voilà, c'est l'âme de Bordeaux. Okay. Sur le côté il y a la tour Péberlan qui est voilà, le clocher. Tous les bâtiments à Bordeaux sont faits en calcaire. C'est ce qu'on appelle la pierre de Gironde. Et Bordeaux, qui a été longtemps appelée la Belle Endormie, a profité de nettoyer les façades pour vraiment ramener la lumière dans la ville et mettre en valeur les bâtiments que l'on a. Autant si vous voulez au Grand Théâtre, on est quand même dans des quartiers chics. Ici, on reste quand même plus dans des quartiers qui ont été voilà, moins rénovés, en tout cas à cette époque-là. Qui sont voilà, plus, y a plus de melting pot, on peut retrouver voilà, des cuisines du monde, donc c'est aussi très étudiant, avec voilà, plein de petites terrasses comme ça. Donc voilà, un autre style, une autre ambiance. C'est la place Fernand Lafargue, qui est très sympa. Et ici, en effet, c'est la rue Saint-James que l'on a. Et on a au bout notre fameuse grosse cloche. Ah, et puis bah voilà. On Exactement. est devant la fameuse boutique Cassonade. Cassonade. Bon, eh bien, direction dégustation. Super. Bonjour Damien. Bonjour David. Bah, merci de nous accueillir donc à la spécialité bordelaise, le cannelé. C'est un gâteau qui est vraiment intrinsèquement lié à l'histoire de Bordeaux et du vin. En fait. À l'époque, pour la clarification du vin, on avait besoin des blancs d'œufs et on ne savait pas quoi faire des jaunes. C'est des nonnes dans le couvent des Annonciates qui ont eu l'idée de récupérer ces jaunes d'œufs pour proposer des petits gâteaux pour les enfants un peu démunis. D'accord. Voilà. Vous allez me montrer comment on fabrique tout ça? Oui, tout à fait. Bah, je vous suis. Allez. Je voulais vraiment une production locale, tous les jours fait sur place, avec des produits biologiques. Qu'est-ce qui fait votre secret Je pense que c'est le fait de préparer sur place, de cuire en permanence. Comme c'est un produit qui contient beaucoup de sucre, c'est un produit qui a vocation à être caramélisé et être croustillant. Il doit être fait vraiment tout le temps, cuit tout le temps et être mangé très rapidement. En fait, c'est vraiment un produit instantané. Donc le cannelé, il est parfait 2 heures après sa sortie du four. Vraiment, là c'est le top. C'est une pâte à crêpes très liquide et très sucrée et surtout très romée.
Un huitième de la recette, c'est du rhum pur. Ah oui. Ouais. C'était vraiment lié au commerce triangulaire de Bordeaux. En fait, les navires arrivaient ici, ils avaient le rhum, la vanille, et ils avaient des jaunes d'œufs. On va tester ça peut-être. Mais bien sûr. Alors Damien, il vaut mieux commencer par quoi? Il y a le modèle vegan, végétal, le vanille ici, et puis le classique ici. Le Peut-être vegan. commencer par le vegan. Non, c'est vraiment très croquant. Oui. Sur la partie extérieure est très mou et tendre à l'intérieur. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ce qu'on retrouve peut-être difficilement quand on achète des cannelés qui ont quelques jours ou quelques minutes, ouais, quelques heures. Mais on se laisserait duper, entre guillemets. Oui, on n'a pas du tout la sensation de manger quelque chose qui est composé que de produits végétaux, qu'il n'y a pas de... Où il n'y a pas d'œufs en fait. Il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de lait, voilà, c'est ça. Bon alors ça c'est le vrai en fait. Ça c'est l'original, exactement. Le cannelé. C'est plus doux et c'est plus sucré à l'intérieur aussi, je trouve. Ah oui. C'est vrai que peut-être le lait apporte cette sensation plus onctueuse, ouais, plus douce. Oui. Ça se mange tout seul. Hein. Le côté croquant extérieur, il est unique. Voilà, donc ici, c'est un quartier qui est vraiment un peu en pleine effervescence actuellement. Ça, c'est un graffeur qui est connu, voilà, c'est Monsieur Poulet. Kamehameha. On va aller sur les quais. Ici, donc, on est sur les quais. Donc là, c'est la Garonne. Hein. En fait, Bordeaux, c'est vraiment tourné sur la rivière. C'est très important pour nous. On a une autre rivière qui s'appelle la Dordogne. Et quand la Garonne et la Dordogne se rencontrent, on a donc la Gironde avec son estuaire. Donc on appelle ça le port de la Lune, hein, parce qu'on voit bien que ça a quand même une forme, voilà exactement, de croissant de lune. Et le symbole de Bordeaux, c'est 3 lunes hein, qui sont entrecroisées les unes dans les autres. Tout ça, c'est piéton. Piéton et vélo. Piéton, vélo, course à pied. On a vu le cœur, l'âme. Bon ben là, c'est les poumons, comme on respire. Il y a ces jardins, les jardins des Lumières, qui sont en plus complètement bio. Donc ici, c'est une place qui est vraiment emblématique. Elle a été faite par les architectes Gabriel, qui notamment ont fait la place Vendôme à Paris. Donc on retrouve un petit peu voilà, cette architecture. Donc là, voilà, on a les chats en effet de Gueuluc. Donc tous les 2 ans, en fait, il y a une alternance entre la fête du fleuve et la fête du vin. Donc cette année, c'était la fête du vin. Donc habituellement, on a plein de dégustations, d'animations, on a des concerts aussi de musique classique qui sont réalisés sur les quais, mais aussi en ville, des cours avec l'école du vin. C'est vraiment une fête où Bordeaux et les gens sont tournés à ce moment-là vers le fleuve, mais toujours avec un petit verre de vin quand même. Ouais, faut pas abuser. Non, faut pas, non. La Cité du Vin, c'est notre emblème, hein. C'est vraiment le bâtiment et puis le contenu qui fait le lien entre la ville et le vignoble. Et donc c'est vraiment un endroit incontournable de la ville pour mieux comprendre le lien entre le vin, l'artistique, les périodes antiques et tout cela, et puis l'histoire de Bordeaux avec ce commerce du vin aussi. Bonjour Karine. On remarque surtout la Cité du Vin par son architecture quand on arrive. Alors il paraît que c'est une carafe. Non, c'est pas une carafe. C'est un bâtiment qui ne se veut pas être une forme particulière, mais qui se veut représenter l'âme du vin, le mouvement du vin. Il y a vraiment une progression d'une entrée un peu sombre qui peut faire penser aux caves, qui peut faire penser aux racines, jusqu'à la pleine lumière et le 360 au Belvédère sur les vignobles de Bordeaux. Alors c'est quoi? C'est un musée, c'est une exposition, c'est un peu tout ça? C'est ce qu'on appelle un centre d'interprétation, c'est-à-dire un bâtiment qui a à la fois un parcours permanent interactif, muséographique, mais sans collection. Donc c'est beaucoup d'interactifs, c'est beaucoup de vidéos et beaucoup d'appels à la sensorialité. Et tous les films sont des productions originales et l'idée c'est vraiment de montrer ce lien du vin. Alors on parle de l'Antiquité, on parle jusqu'aux tendances très très contemporaines du vin, en faisant appel à différentes manières d'approcher, tantôt ludiques, tantôt des grands spectacles, tantôt des interactions, tantôt du sensoriel. Et c'est une manière d'approcher le vin plutôt civilisationnelle
que simplement pratico-pratique. Et puis des espaces de dégustation, bien entendu, puisque le vin, ça appelle fatalement à solliciter les sens. C'est la cité du vin à Bordeaux, mais c'est la cité de tous les vins du monde. L'idée, c'est d'expliquer le lien entre le vin et les hommes depuis des millénaires et partout sur la planète. Donc, on n'est pas spécifiquement centré sur Bordeaux, même si, bien entendu, le fait d'avoir cette cité du vin à Bordeaux, ça a un sens. On peut devenir œnologue en venant ici? Devenir œnologue, non, mais en tout cas, avoir toutes les clés pour découvrir le vin, ne plus avoir peur, à la fois d'en parler, à la fois de déguiser un peu la curiosité. L'idée, c'est ça, c'est donner toutes les clés pour se dire après, bah oui, je peux m'intéresser au vin. Et du coup, en fait, c'est une invitation à découvrir Bordeaux après, et puis ces bars à vin, ces restaurants, en ayant un petit peu plus à la fois de culture de Bordeaux, avec cette magnifique vue du 8e. Et puis plus loin, le vignoble, aller à la rencontre ensuite des vignerons. C'est une belle porte d'entrée pour découvrir après tout cet univers, concrètement, les pieds dans la terre. Au pied de la Cité du Vin coule la Garonne et on y pêche. La lamproie, la spécialité bordelaise, mais pas seulement. C'est l'occasion de retrouver Jean-Marie, l'un des derniers pêcheurs professionnels du fleuve. Bonjour Jean-Marie. Salut David, ça va? Très bien, et toi? T'as le chapeau du touriste? Donc en fait, c'est toi le touriste et c'est moi le pêcheur? Exactement, combien je te dois? Alors, on va pêcher quoi là? Alors là, on va aller pêcher la crevette et l'anguille sur la Garonne. Ça s'accompagne avec quoi, une anguille? Bon, ail persil, c'est un peu la recette traditionnelle de l'anguille, c'est couper en petits tronçons, passer à la poêle, éventuellement fariner d'abord. Ce sont des petites anguilles qui ne sont pas grosses, c'est super bon, c'est simple. La meilleure période pour l'anguille, elle est un peu passée, là, ça commence au 1er mai. Après, ça devient plus compliqué parce que, en fait, quand les crevettes arrivent dans la Garonne, les anguilles sont friandes de crevettes et mangent les crevettes. Et on n'arrive plus, elles ne s'intéressent plus trop à nos appâts pour les pêcher. Ah, alors en fait, quand l'anguille diminue, ça veut dire que les crevettes arrivent et je remplace mes pièges à anguilles par des pièges à crevettes. Et je te dis, je le vends aussi bien à des gens pour se faire l'apéro qu'à des restaurants étoilés qui, eux, en font des bons plats, subliment le produit, en font des choses très très chouettes. Voilà, le chien est rentré le premier. Voilà, là, c'est ma barque de pêche. C'est mon outil de travail en fait, qui me permet soit de pêcher, soit d'emmener également des touristes avec moi. Soit pour m'accompagner à la pêche, soit pour se faire des apéros sur le bateau. C'est d'abord un outil de convivialité. Le chien se boit dans la Garonne, il n'y a pas de souci? Non, il n'y a pas de souci. En fait, la Garonne, c'est un fleuve qui est super propre. C'est le fleuve le plus propre de France. En fait, c'est juste des alluvions qui sont en suspension dans l'eau. Dès que tu laisses l'eau se reposer, l'eau apparaît limpide et elle est très très propre, très très claire. La Garonne est un beau fleuve. Un fleuve qui est encore sauvage, un fleuve qui est encore riche. C'est ça qui est passionnant, je veux dire. Tu peux encore aujourd'hui en France vivre en pleine nature, aux portes de la ville, accueillir des gens, vivre d'un métier propre, éco-responsable, en prenant des crevettes, il y en a des millions dans la Garonne, j'en prélève une infime partie, je suis un tout petit pêcheur. Puis après je travaille avec des petits restos, enfin pas des petits restos, avec des bons restos et des types qui savent cuisiner. C'est important de savoir ce qu'on fait de ta crevette? Oui. Et c'est important de savoir avec qui je travaille. Pourquoi? Parce que j'aime bien les gens. J'aime bien travailler avec des gens que j'aime bien. Oui, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir choisi mon métier et je choisis à qui je le vends. C'est-à-dire que je le vends à des gens qui vont respecter le produit. Et puis mine de rien, souvent ces gens-là, ils ont en plus des qualités de cœur qui ne me déplaisent pas. Et ce qui fait que tu vas les voir, tu les livres, tu bois un coup, tu manges un truc, tu échanges, c'est beaucoup plus riche que le simple échange basique de produits. Si t'aimes pas ce que tu fais, si t'aimes pas les gens, tu cuisines pas bien. Pour pêcher, c'est pareil. Si tu mets pas autre chose que du travail, d'une part c'est moins performant, putain, d'autre part c'est tellement dommage. Tu mets quoi comme appât pour attirer des crevettes ou elles rentrent toutes seules dedans? J'ai passé un accord avec Auchan qui me donne leurs invendus.
je vide mes pièges. Là, je vais récupérer des petites sardines qui sont encore bonnes. Et je vais en mettre une de plus. Clac. Ce qui fait qu'en fait, c'est hyper vertueux. Je veux dire, je ne fais qu'utiliser des déchets. Les plus petites crevettes, tu les rejettes, c'est ça? Non, en fait, il n'y a pas de taille. Hein. Mais vu la taille de la d'émail de la nasse, les petites sont passées à travers déjà. D'accord. Donc il n'y a plus que des belles là. Et puis dans la crevette, la tradition, c'est que tu manges tout. Et souvent, j'ai des gens sur le bateau mangent des crevettes crues. C'est bon, c'est frais, c'est un peu comme si tu mangeais une huître. En fait, la crevette de Bordeaux, c'est notre cacahuète. C'est un peu dommage d'aller chercher des cacahuètes à perpète quand tu peux avoir des trucs super bons à manger à l'apéro qui sont pêchés là, qui sont hyper naturels et très sains. Et le carlet, c'est la maison traditionnelle du pêcheur à Bordeaux? Moi, c'est pas la maison, c'est la cabane pour recevoir les copains, pour profiter de la vie, pour être au calme. Et tu as refait tout le carlet tout seul avec des potes du coup? Ah oui, enfin avec des potes, hein, mais oui, on l'a refait entièrement, il n'y avait plus rien. Parce qu'il n'y en a plus, ouais, il y en a plus beaucoup sur le long de la Garonne des carlets. Bah, des carlets sur le long de la Garonne, je crois que jusqu'à l'estuaire, il y en a encore 300. Mais sur Bordeaux, il n'y en a plus qu'une quinzaine. Celui-ci était totalement à l'abandon, il n'y avait plus rien. Et puis maintenant, bon, on s'y retrouve avec plaisir, quoi. Le truc là, je l'ai acheté à un papy qui avait 78 ans, qui m'a dit je l'avais monté avec papa. Ah, C'est du te coup, il y a dire que une le histoire. matos, alors pas le filet, hein, mais mais c'est-à-dire que le reste, ouais, il date du début du siècle dernier. ouais, et ça n'a pas bougé, quoi. Si j'avais voulu, moi, réfléchir, j'ai demandé à des copains de réfléchir avec moi, machin, avec des mecs doués, tu sais, des vrais bons, quoi. Quand je voyais l'état de réflexion, j'ai dit, je vais acheter un truc tout fait. C'est bien, il y en a d'autres qui y ont pensé avant. Un autodidacte du bonheur, c'est ça que tu as dit que tu étais? Oui, je pense que si on sourit au bonheur, il te le rend bien. Et pourtant, tu as eu une vie d'entrepreneur. Qu'est-ce qui fait qu'après avoir connu l'entrepreneuriat, les grandes études, etc., on revient à la pêche? C'est intellectuellement, c'est aussi exigeant. Là, j'apprends tous les jours. La seule chose, c'est que mes maîtres, c'est la nature, la vie, les gens que je rencontre. S'il y a une erreur, c'est de ma faute. Je ne gagne pas beaucoup d'argent, ce qui fait que je ne paye pas beaucoup d'impôts. Mais le peu que j'ai me suffit largement. Bien, merci Jean-Marie pour cet excellent moment merci qui se termine en paix et en sérénité, à juste entendre le clapotis de l'eau et le filet qui se berce au gré du vent derrière. Et puis j'espère qu'on te retrouvera à nouveau sur la Garonne à pêcher, à accueillir les gens pour faire partager ta passion au fil de l'eau. Merci, avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Bon, bah c'est pas tout. Cette balade sur la Garonne et ses crevettes nous ont donné faim. À 2 pas de la Cité du Vin se trouve une adresse très discrète en extérieur, presque perdue. Un bar de la Marine ouvrant sur un nouveau monde culinaire avec Frédéric Coiffé, un chef étoilé et maître cuisinier, revenu à l'essentiel pour une cuisine conviviale, symbole de partage et de musique pour les papis. Bonsoir Frédéric. Bonsoir, bienvenue. Merci. Qu'est-ce qui amène un chef qui a été sur le podium du Bocuse d'Or? Quelle route l'a amené à racheter quelques restaurants et puis notamment ce bar de la Marine? C'est des rencontres et c'est avant tout l'envie de retourner à la simplicité. Trouver un lieu qui soit simple et posé et d'y amener une cuisine qui soit aussi très simple. Et ici, le lieu c'est un lieu parfait pour ça. C'est un vieux bistrot là, des années 60, un jardin merveilleux, on peut rentrer 150 personnes. Et je voulais que tous les gens qui viennent chez moi soient mes copains, qui viennent comme si c'était un repas de copains. Donc l'esprit, c'était de faire des choses simples, des côtes de bœuf, des entrecôtes, des chipirons, des plats à partager. On pose au milieu, on partage. Dans une ambiance très cool, très posée, à un prix super attractif. Moi, je fais attention au prix, je veux pas que ça soit cher. Parce que c'est vraiment, oui, c'est plus qu'attractif. On mange ici pour le prix d'une pizza. Ouais, mais on est complet midi et soir. Ça paraît utopique de dire ça, mais c'est pas l'argent qui me porte. Il en faut pour tenir la maison. Mais moi, je veux que les gens soient heureux. Et c'est vrai que, alors on mange pour le prix d'une pizza, mais des fois, on boit pour un peu plus. Donc il y a un juste milieu qui est plutôt bien. Et les gens qui sont là sont heureux d'être là parce que c'est une petite pépite de verdure dans la ville de Bordeaux. Il faut être un grand affamé pour avoir cette aventure. Ouais, il faut aimer
La bouffe, les gens, et puis être un affamé, oui, complètement. Je fais partie d'une association qui s'appelle Les Affamés, forcément. C'est un métier de passion. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait déjà beaucoup de choses, mais là, je veux vraiment retourner à la simplicité et cette notion de plaisir. Pour avoir un petit peu plus de calme, de recul? Ouais, de sérénité. J'ai besoin de cette sérénité où les gens sont là, où on n'est pas à l'affût du chichi pompon ou de la petite fleur qu'on pose avec une pincette et que moi j'envoie des côtes de bœuf sur des planches en bois, je les pose au milieu de la table. On fait des éclairs à partager. Enfin, il y a cette notion de partage où on a moins de pression, je pense. Même avec mes collaborateurs, on bosse dans une ambiance qui est plutôt posée. C'est super agréable de bosser ici. Puis les gens sont heureux, donc tout va bien. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas heureux ailleurs, mais ici, ils viennent chercher ce côté un peu décontracté. C'est la gastronomie du bonheur? Ouais, la gastronomie populaire. Ce qui me plaisait, ça, moi je suis issu d'un milieu populaire, et ici, toutes les couches sociales se mélangent. Le midi, il y a tous les maçons du coin qui viennent manger, qui se mélangent avec les cabinets d'avocats et les bureaux de partout. Donc moi, je veux cette mixité depuis toujours. Et c'est vraiment le lieu qui m'a amené à ça. Qu'est-ce qu'il faut manger quand on vient à Bordeaux? Venir au bar de la Marine. Oui, mais il y a l'entrecôte à la bordelaise, c'est les grands classiques. Mais après, il y a la lamproie à la bordelaise, qui est un truc assez incroyable qu'on a nulle part ailleurs. Il y a la charcuterie, là, il y a le grenier médocain, il y a le graton de l'Ormont. Il y a beaucoup de plats canailles ici. On est comme les Lyonnais à peu près, à part qu'on est forcément meilleur qu'eux. La moto, ça a été une dure expérience. Oui, je vais raconter mon histoire. J'ai eu la peur de ma vie avec un ami qui m'a fait faire le tour du périph'. J'ai pas eu le temps de mettre ma visière, je suis resté les mains accrochées. J'aime l'esprit motard, ça on peut pas l'enlever. C'est un peu comme, alors je sais pas si la parallèle elle est juste, mais comme l'esprit des rugbyman. Il y a je sens un truc là, un prisme entre les deux là, cette entente, voilà, une confrérie. Et malgré tout, on reçoit quelques motards ici. C'est vrai qu'il faut s'arrêter ici, il faut trouver la pépite en fait. Frédéric, merci beaucoup. Merci. Le bassin à flot, c'est un tout nouveau quartier avec des habitants, de la culture, avec donc la Cité du Vin, le bassin des Lumières de Culture Espace, le musée Mer Marine, qui est aussi très très intéressant. Pas mal de péniches avec des restaurants, des bars, et puis un cinéma aussi qui a ouvert là, il y a quelques semaines. Donc vraiment un tout nouveau quartier, le quartier des bassins à flot, et qui est vraiment très plébiscité par les visiteurs. Eh bien voilà, vous savez qu'on aime vous faire partager des expériences particulières lors de chaque échappée motarde. C'est exactement le cas ici dans ces bassins de lumière. Vous connaissez peut-être les carrières de lumière, eh bien c'est exactement la même société privée qui organise en fait des spectacles dans ces lieux d'exception. Ici on est dans une ancienne base sous-marine de la Seconde Guerre mondiale, un réel bunker permettant de faire sortir les sous-marins par derrière qui ont été complètement réappropriés pour projeter sur les murs en son et en lumière des expositions sur Renoir, Chagall, Klein, qui vont vous permettre de découvrir les œuvres de tous ces peintres et ces artistes sous un nouvel angle. Alors c'est d'autant plus exceptionnel qu'ils n'ont ouvert qu'il y a à peine un an et que c'est aujourd'hui le plus grand espace culturel audiovisuel au monde de cette forme. Il faut imaginer que pour arriver à faire un tel spectacle, c'est un an de travail qui va vous faire partager une expérience de 40 minutes à 1 heure en fonction de la journée et surtout à chaque exposition ça tourne. Donc si vous avez vu la première partie Chagall, Renoir, vous pouvez enchaîner sur Klein ensuite, voire revenir parce que ça va retourner sur Chagall et Renoir. Vous êtes complètement enfermé, assourdi par le son qui vous entoure de partout, sans aucun repère pour une fois, de quoi vous offrir une expérience immersive dans tous les sens du terme. On va vous donner maintenant un petit secret. Si une fois que vous avez apprécié Klee, Chagall, Renoir, Monet, il y a ce qu'on appelle le cube. Le cube, c'est beaucoup plus contemporain, voire futuriste, mais les deux
films qui sont projetés sur les 4 murs et qui se reflètent également sur le sol sont juste époustouflants et vous mettent dans un état complètement second de respect, d'illusion. Vous ne savez absolument plus où vous êtes, à tel point que tous les gens qui entrent dans ce cube s'assiedent par terre dans le plus grand silence pour admirer à la fois les textes, les voix et tout ce qui est transcrit sur ces murs de lumière. Franchement, le voyage en vaut la peine et c'est le vrai pendant de l'immense base sous-marine avec les grandes expositions face à ce minuscule cube, mais qui vous ouvre sur une autre dimension, la dimension de l'être humain et de son avenir et de son devenir. Bonjour Yves. Bonjour David. Qu'est-ce qui t'a amené à créer une distillerie de whisky dans un lieu plutôt connu pour le vin? Un jour que nous dégustions un petit whisky en bord de Garonne, on s'est dit qu'on en avait marre de boire le whisky des autres et qu'on ferait bien notre propre whisky à Bordeaux. Moon Harbour, Moon la lune, Harbour le port. On a traduit port de la lune en anglais puisqu'il y a une histoire entre Bordeaux et l'Angleterre, Aliénor d'Aquitaine qui fut reine de France et reine d'Angleterre. Le whisky étant également avec une forte connotation britannique, ça coulait de source pour nous d'appeler notre whisky Moon Harbour. C'est un bâtiment très massif qui fait 70 mètres de long, 20 mètres de large, 25 mètres de haut, qui a des murs de béton de 6 mètres d'épaisseur. Et pourquoi les Allemands ont fait construire un tel bâtiment? Parce qu'à l'intérieur, ils y ont fait construit une cuve métallique. Ils voulaient y stocker du gasoil pour alimenter les sous-marins qui étaient stationnés à la base sous-marine qui est non loin d'ici. On a transformé ce bâtiment en chai de vieillissement à barrique en perçant ces fameux murs de 6 mètres pour pouvoir y pénétrer de manière plus facile. Waouh! Il fait plus frais déjà ici. Hein. Alors il fait plus frais. Quand on est rentré, nous la première fois, on est rentré pas par la porte, il n'y avait pas de porte. On est rentré en rampant par un boyau de béton de 2 mètres. C'était la seule manière qu'on avait de... Il ne fallait pas être claustro. Il ne fallait pas être claustro. La cuve a été démantelée par les Alliés après la guerre pour récupérer l'acier. Donc ils sont rentrés comme nous en rampant. Ils ont découpé ça au chalumeau. Ça devait être un chantier effroyable à l'époque. Et on a vu ce lieu, on s'est dit mais c'est extraordinaire, il faut qu'on en fasse quelque chose. Et on a décidé que ce serait donc notre chai de vieillissement à barrique. On l'a aménagé, on a fait un sol sur lequel on est. Donc il a fallu qu'on rajoute du béton, il n'y en avait pas assez, on a rajouté une épaisseur de béton. On a nettoyé un petit peu les parois et on a installé nos supports à barriques que tu peux voir. Ici, il y a environ 720 barriques et qui contiennent le whisky qui vieillit pendant 3 ans. 225 litres, 225 litres, c'est la capacité, la contenance de la barrique bordelaise. Là, on a une barrique traditionnelle, chêne français, demi-cerclage en bois de châtaignier, tressage à la main. Et à l'intérieur, alors j'utilise ce qu'on appelle une taupette. Ah, il a une jolie couleur. Des arômes de vanille, d'abricot séché. Je sens direct la vanille et comme toute personne, je ne sens pas tout. L'abricot, il est plus loin pour moi. 3 ans après, on a perdu quelques degrés d'alcool. Donc là, on doit être à 66-67% d'alcool. C'est ce qu'on appelle du brut de fût. Si je l'embouteillais, je l'embouteillerais à 67-68 avec l'appellation brut de fût. Et ça, c'est des produits qui sont exceptionnels. Ça, c'est des toutes petites barriques qui vont permettre aux gens qui nous les achètent de faire vieillir leur whisky eux-mêmes. Le contenant étant beaucoup plus petit, il y a une intimité plus forte entre l'alcool qu'elles contiennent et le bois. Et en 6 mois, on a des produits qui sont assez fantastiques puisqu'ils ont un équivalent de vieillissement de 3-4 ans en grosse barrique. On est dans une région côtière avec le bassin d'Arcachon. Et bien avec Jean-Philippe, on a fait un whisky fumé aux algues du bassin d'Arcachon. Et ici d'ailleurs, on peut voir le fumoir qu'on a élaboré nous-mêmes pour créer là aussi un produit très différent. Une des idées qu'on a eues et qu'on a proposé à notre master blender écossais, c'était de faire un whisky à base de maïs. Et nous avons fait le premier whisky 100% maïs maltais au monde. On va faire un single malt 100% orge maltais, vieillissement en fût de Châteaubrieux sec, premier grand cru Sauterne.
Pour que tu fasses la différence, on fera le même jus, mais avec une finition en Château-la-Louvière, vin rouge. Quand on déguste, on va déjà envoyer une information à notre cerveau qu'on va déguster un alcool fort. C'est-à-dire que je ne vais pas basculer mon verre directement, je vais tout d'abord le sentir, et déjà là on commence à avoir une petite idée. Et après, quand on déguste, eh bien, on va mettre le contenu dans la bouche, le mâcher un peu plus fort et aller humecter, j'allais dire, toutes les parties intérieures de la bouche. Là, déjà, le palais est bien imprégné. Voilà. Avec quelques centilitres en fait. Oui. Là, tu vas voir la différence. Alors déjà, on va voir la différence de couleur. Là, on est sur un vieillissement vin rouge. Là, vieillissement sauterne. Le vin rouge amène une note un peu plus sucrée, étonnamment. Je trouve le premier beaucoup plus doux en fait. Il est plus facile pour un amateur comme moi à apprécier. Alors là, que je trouve qu'il attaque un tout petit peu plus. Alors que le taux d'alcool est exactement le même. Ouais. Donc c'est juste un ressenti. Un ressenti, ça prouve bien que la barrique a une influence puisqu'elle va arriver à te modifier ta sensation qui n'est pas du tout la même. Je vous souhaite bon vent, bonne route. Merci Yves. Merci Bonne David. continuation à toi. Au revoir Sandrine, à bientôt. Colombe. Bonjour David. Merci de nous accueillir. Alors ici on a l'Échoppe de la Lune, c'est une épicerie historique et gourmande. Alors pourquoi on dit historique? C'est une épicerie qui va retracer toute l'histoire de Bordeaux avec des marques qui ont fait Bordeaux et ça du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu un musée du coup? C'est un musée où on peut toucher les produits, on peut même les acheter. Wow, c'est incroyable. Au XVIIIe siècle, à Bordeaux, il y a eu des marques qui ont été créées comme le vinaigre Tête Noire. C'est un vinaigre qu'on utilise aujourd'hui toujours dans nos cuisines. Ici, par exemple, Olibé sont les premiers petits beurres avant les petits beurres de Nantes. Et c'était les petits beurres de nos arrière-grands-parents. Ils ont grandi avec les Olibé. Plus vous allez avancer, plus vous allez reconnaître certains produits que vous connaissez un petit peu. Le Lillet, par exemple, c'est l'apéritif de Bordeaux. Aujourd'hui, le Lillet, on va pouvoir le retrouver à Paris, à Lille, dans le nord de la France, où il est très apprécié, ou encore en Allemagne. Vous allez voir une marque que vous connaissez, c'est le Cacolac. Très peu de personnes savent que c'est fait à Bordeaux et c'est toujours fait à Bordeaux. Ici, par exemple, vous avez des produits typiques des Bordelais. Il n'y a que les gens qui sont nés à Bordeaux qui peuvent connaître cette marque. Le Joc. Le Joc, c'est un complément alimentaire pour bébé qui a été créé en 1938. C'était tout simplement une bouillie pour enfants. Mais c'est tellement bon que c'est devenu le dessert de tous les Bordelais. Et ici, mais tout le monde a grandi au Joc. Alors ça, c'est à l'époque, en fait, quand il y avait le commerce avec les bateaux, quand le sel était transporté avec le vin, il y avait souvent des accidents. Et quand le sel était taché par le vin, c'était un sel qui était jeté, qui était donné aux marins. On n'en voulait pas. Et Valentine Cornier, qui est une habitante de Saint-Émilion, est la première à avoir réutilisé ce sel en y ajoutant quelques épices et aromates. C'est devenu le sel de château et à Bordeaux, c'est un très gros succès. On a pas mal de gins ici. Celui-ci est particulièrement recherché actuellement, par exemple, parce qu'il vient de gagner la double médaille d'or au San Francisco World Spirit. En fait, c'est un gin qui a vieilli dans des fûts de Sauvignon. Sorgin en basque, ça veut dire sorcier. C'est le surnom qu'on donne aux fêtards. Le bouchon de Bordeaux, c'est un gâteau qui ressemble à un bouchon. Et à l'intérieur, c'est de la pâte d'amande qui a été mixée avec des raisins. Et ces raisins, ils ont macéré dans la fine de Bordeaux. Oh, ça doit être excellent ça. Eh bien, merci Colombe pour cette magnifique visite et ça donne envie effectivement d'acheter tout le magasin. Au plaisir de vous revoir. Merci. Il y a tout plein à manger. Bonjour Roman. Bonjour. Merci pour cette belle adresse de bar à vin. C'est un plaisir de vous accueillir ici en tout cas. Motard. Motard, depuis 3 ans et demi maintenant. Et ici, il y a combien de possibilités de dégustation de vin? Alors ici, on va avoir environ 110 bouteilles de vin à déguster au verre. En dehors de ça, on aura environ une quinzaine de références de spiritueux. Tous les mois, on ajoute 3 vins à notre carte, ce qu'on sélectionne lors de dégustation à l'aveugle. Quand on voit les bouteilles, on peut être influencé aussi par le prix.
Et nous, notre but, c'est de faire découvrir au maximum aux personnes qui n'ont pas le temps, qui sont pris par leur boulot ou qui, malheureusement, n'ont pas peut-être les connaissances pour aller dénicher ces petites pépites. Ben, nous, on essaye de le faire pour eux. Et du coup, les nouvelles techno, c'est un peu le bio aussi, et puis 2 types de vins bio, notamment dans le Bordeaux. Nous, on essaye de trouver des vignerons qui utilisent de nouvelles techniques de vinification, qui utilisent de nouveaux cépages en vue du réchauffement climatique, c'est très important. On valorise bien sûr tous nos vignerons qui se mettent en bio et à la biodynamique. Le vin bio, en fait, c'est des vins qui vont refuser tout intrant synthétique, donc on ne va pas pouvoir rajouter de produits chimiques. Le vin bio n'interdit pas les sulfites, ni la biodynamie d'ailleurs. Les sulfites sont interdits dans les vins naturels. Alors à savoir que les vins naturels, maintenant, il y a 2 labels. Il y a un label qui autorise 0 mg de sulfite par litre et un label qui autorise 30 mg de sulfite par litre. Donc voilà, il y a vraiment 2 possibilités, parce qu'à savoir qu'un vin sans sulfite, c'est très difficile à faire. Il faut vraiment avoir la bonne technologie, il faut être très vigilant. Et au niveau biodynamie, il y en a même qui remplacent le tracteur par le cheval de trait. Tout à fait. Alors la biodynamie, en fait, ça vise, contrairement au bio, non pas à protéger sa vigne, mais ça vise aussi à protéger toute la biodiversité qui se trouve autour du vignoble. Donc ça vise à protéger la terre. Par exemple, il y en a qui utilisent des abeilles, ils ont des ruches pour polliniser, pour amener de la vie en fait dans le vignoble. On évite le désherbant, on utilise des chèvres, on utilise aussi des alpagas plus récemment, j'ai pu voir dans certains les alpagas dans le Bordeaux, dans le Bordelais, c'est plus rare. Hein. Et il y en a. Hein. Et le tout, c'est accompagné avec une planche, histoire de sortir à peu près droit du bar à vin, c'est ça? C'est ça. Alors nous, on propose des planches parce que c'est vrai que bon, une bouteille de rouge, des fois, il faut éponger un petit peu. Donc on propose des charcuteries, pareil, qu'on sélectionne avec beaucoup de soin. On est des bons vivants, on est des épicuriens, on sera pinardier. On adore bien manger, on adore bien boire. Donc voilà, on essaye de donner cet esprit aussi à nos clients et qui ressortent tous avec le sourire. Merci Roman. Ben, merci à vous, c'était très agréable. Bonne soirée, puis à bientôt sur Allez, la route avec le Monster. Sur la route avec les motos. Monster. Super, merci beaucoup. Merci. Bon ben voilà, on est dans le Bordelais, il y a beaucoup de châteaux ici, donc il faut obligatoirement s'arrêter dans un relais et château un petit peu exceptionnel parce que c'est un relais et château spécial motard. Pourquoi? Ben vous allez comprendre, allez, suivez-moi. Eh bien voilà, c'est assez exceptionnel de pouvoir avoir quand même une moto dans sa chambre. Vous avez vu la taille de la chambre, il faut dire, mais c'est pas une chambre traditionnelle, c'est une suite. Ça vaut le coup de changer de l'hôtel traditionnel. C'est l'esprit vraiment des échappées motardes, de vous donner envie eh bien, de mettre un bout de votre voyage entre parenthèses pour des lieux qui resteront dans vos mémoires avec... bien sûr, le petit déjeuner presque au lit pour nous, avec une magnifique vue sur les vignes et sur Bordeaux. On est vraiment dans l'esprit de la région bordelaise. Et puis naturellement, un petit plouf et une petite tête dans la piscine pour tout ça, et dans un calme absolu. C'est un bon moyen de se reposer et de rester dans l'univers moto tout en commençant à regarder Bordeaux de loin. C'est surtout un avant-goût de ce qui nous attend dans la deuxième partie de cette échappée motarde, en partant à la découverte du Médoc et du bassin d'Arcachon. Les routes, les châteaux, les vignes, les dunes, le sable chaud et la mer presque turquoise et de superbes surprises, voilà ce qui va vous attendre dans la prochaine. J'espère que vous avez savouré cette destination avec nous. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et je vous dis à très vite pour la suite.